Bonjour tout le monde. Bon, écoutez, je trouve ça quand même assez particulier le lendemain du discours de François Legault, essentiellement quand même marqué par la loi et l'ordre. Eh bien, on apprend qu'il y a de moins en moins de procureurs chargés de poursuivre les contrevenants et que finalement, la CAQ coupe dans notre système de justice. Même les victimes de l'IVAC crient à l'injustice. C'est toujours la même chose avec François Legault et ses ministres. Ils n'ont plus aucune crédibilité, puis tout le monde le sait maintenant que les bottines ne suivent plus les babines. Ce ne sera pas différent avec le discours d'hier. Regardez par exemple Bernard Drinville cet été qui a coupé 500 millions dans le réseau scolaire avant de revenir sur sa parole en prétendant ne pas toucher au service aux élèves, encore là en disant vouloir faire le ménage. Eh bien, quelle surprise, les services aux élèves étaient directement impactés. Puis Mme Lebel là, doit aujourd'hui partiellement réparer les pots cassés face à une rentrée scolaire qui a été difficile. C'est toujours la même chose. François Legault, c'est ça. Il allume des feux, il invente des crises, il chamboule des réseaux, il réalise qu'il a tort et puis, il recule. C'est devenu un triste spectacle, puis après 7 ans, le discours d'hier ne fera pas différent. Et pendant ce temps-là, ce sont les Québécois et les Québécoises qui paient le prix de cette improvisation. Alexandre? J'ai écouté évidemment aussi le discours du premier ministre hier. J'étais pas tant surpris de ces nombreuses attaques sur les travailleurs-travailleuses. Il nous avait un peu télégraphié que ça serait ça, son plan de match pour la rentrée. Par contre, ce qu'il faut se rappeler, c'est quand il tape sur les travailleurs-travailleuses, quand il tape sur les organisations de travailleurs-travailleuses, sur les syndicats, il tape sur la classe moyenne. La classe moyenne, elle existe au Québec parce qu'il y a un fort taux de syndicalisation, parce que ça permet une meilleure redistribution de la richesse. Et il faut la préserver, cette classe moyenne-là, au Québec, et ce n'est pas en s'attaquant aux organisations de travailleurs qu'on va y arriver. Ce qui m'a irrité le plus dans le discours de M. Legault, puis ce que le ministre du Travail, M. Boulet, répète ad nauseam depuis quelques semaines, c'est son attaque sur les votes aux petites heures du matin, les votes de grève aux petites heures du matin. Moi, j'ai été organisateur syndical pendant des années. Je n'ai jamais organisé de vote aux petites heures du matin. Tu veux que le monde soit là, tu veux qu'il soit présent, tu veux qu'il y ait une bonne participation. Si tu es arrivé une fois ou deux, peut-être, on me parle des fois de l'exemple du vote des profs, je pense, à Montréal, pendant la grève. Mais moi, là, les votes, personnellement, aux petites heures du matin, les seuls auxquels j'ai assisté, c'est les 7 bâillons antidémocratiques de Simon-Jean Barrette ici à l'Assemblée nationale. Fait qu'on ne me donne pas de leçon au vote aux petites heures du matin quand c'est ce même gouvernement-là qui en a fait 7 dans les 7 dernières années. Sur les coupes en justice, quel impact ça peut avoir, puis à votre avis, quel impact ça va avoir sur le système de justice? Les procureurs sont clairs, ils ne peuvent pas se dédoubler. Puis il y a un certain caseload. Là. J'ai travaillé dans le système de la justice, je sais comment ça marche. Si tu t'occupes d'un dossier, c'est pas compliqué, tu t'occupes pas de l'autre. Donc, quand il manque des procureurs, il y a des priorisations qui sont obligées d'être faites. Les exemples sont assez frappants là, de ce qui est révélé dans les médias aujourd'hui. Puis c'est pas nouveau, hein. Ça fait des années là, que moi je rencontre les associations de procureurs qui sonnent l'alarme. Ils sont aussi dans des situations proches du burn-out pour une grande majorité d'entre eux. Ils vivent beaucoup d'anxiété, beaucoup de détresse, puis ils doivent répondre à ça, puis être le contact direct du système de justice envers les victimes. C'est eux qui passent les coups de téléphone, c'est eux qui disent, mais malheureusement, tu ne pourras pas être entendu aujourd'hui. Puis pendant ce temps-là, les dossiers avancent pas en matière de justice. Puis pendant ce temps-là, il y a moins de gens sur le terrain. Moi, j'ai beaucoup de misère à comprendre. Puis ça, c'est la démonstration claire de l'erreur que fait François Legault. Il prétend qu'il y a bien du monde là, qui travaille, il y a une bureaucratie, que les gens ne rendent pas les services, etc. Mais ce qu'on voit dans le concret, c'est que le monde sont là pour donner des services. Le monde travaille. Puis quand on coupe dans les ministères, quand on coupe dans les services publics, quand on coupe dans le système de justice, puis quand on coupe dans les procureurs, oui, il y en a une différence pour les Québécois et les Québécoises. Puis là, il y a du monde qui n'auront pas de justice. C'est ça qui arrive. Comment vous conciliez ça avec le discours de la loi et l'ordre, puis de l'intention, par exemple, d'interdire aux Hells Angels de porter des couleurs, puis d'avoir un discours contre le crime organisé? C'est ça la plus grande incohérence. François Legault n'est pas cohérent. Si François Legault et Simon-Jean Barrette sont cohérents, là, aujourd'hui, ils nous annonceraient qu'en réaction à l'article, il réinstitue le nombre de procureurs, puis qu'au contraire, il les augmente. C'est le seul geste de cohérence possible. Est-ce qu'on peut faire la lutte au crime organisé s'il manque des procureurs? Impossible. Impossible. La police pourra faire toutes les enquêtes qu'elle veut. La police pourra arrêter le nombre de monde qu'elle veut si les procureurs ne sont pas disponibles pour traiter la preuve, pour analyser les chefs d'accusation, puis ensuite pour monter les dossiers de preuve, puis les gagner en justice. Ça ne sert absolument à rien ce que M. Legault a mis de l'avant hier. Combien les procureurs est-ce qu'on devrait simplement réembaucher? Comment vous voyez, comment vous solutionneriez le dossier si vous étiez ministre de la Justice? J'ai pas un chiffre miracle pour vous aujourd'hui. L'association nous parle quand même de réduction substantielle. J'ai pas le pourcentage exact en tête, vous l'avez dans l'article. Au minimum, au moins stopper l'hémorragie. Il y a des dizaines et des dizaines de procureurs en moins depuis que moi je suis arrivé comme député. Puis ces gens-là font de la représentation à chaque année, à chaque mois,
pour dire qu'ils sont au bord du gouffre. Donc, au minimum, stopper l'hémorragie puis réinstituer le monde qui devrait être réinstitué. Après ça, on réévaluera les besoins. Je ne suis pas fermé, mais pouvons-nous au moins stopper l'hémorragie? Vous avez parlé des pots cassés en éducation, donc je comprends que vous êtes d'avis que Mme Lebel fait bien aujourd'hui de lever les gels d'embauche qui avaient été institués par M. Drainville? Elle fait bien partiellement, puis on joue dans un mélodrame pas nécessaire. On a plusieurs choses à régler. Là, la crise du logement me semble être un grand oublié du discours du premier ministre d'hier. La crise de l'itinérance, quasi aucunement mentionnée. Il y a d'énormes défis qui visent le Québec actuellement, puis à la place de ça, on a des ministres, le ministre Drainville, qui vient partir un feu non nécessaire pour finalement réaliser quelques semaines après que c'était hautement préjudiciable pour les services publics puis les services aux élèves. Puis là, Mme Lebel, va falloir la célébrer là, parce qu'elle a fait le bon geste après une erreur catastrophique du ministre Drainville, parce qu'elle revient partiellement en arrière. Il y a quand même encore beaucoup de conditions là, qu'il faut qu'elle lève pour que cet argent-là revienne aux élèves. Moi, je l'ai fait le tour de mes écoles primaires en début d'année. Là. Évidemment que les centres de services scolaires ont réagi le plus vite possible, mais il y a un impact sur les services aux élèves partout au Québec. Vous avez été tous à les couvrir, le nombre d'enfants qui n'ont pas de service, le nombre d'orthopédagogues qui n'ont pas pu être réembauchés, le nombre de services spécialisés que les enfants n'ont pas pu avoir. Moi, je trouve ça particulièrement dramatique. Puis quel manque, quelle mauvaise gestion de la part de la CAQ sur le dossier de l'éducation. Plus d'argent pour l'itinérance, plus d'argent pour les logements, plus d'argent pour les profs, plus d'argent pour les procureurs. On prend ça où? Bien, écoutez, d'abord, on va arrêter de faire des scandales financiers dans lesquels on va gaspiller des centaines de millions d'argent public. SAC, SACLIC, Nordvolt, nommez-les. La liste est très longue des scandales financiers. À Québec solidaire, on a fait des propositions aussi pour aller chercher de l'argent. Il y a possibilité de regarder la colonne des revenus. Moi, je ne pense pas qu'au Québec, on est condamné à avoir une hausse de l'itinérance qui ne cesse et ne cesse d'augmenter. Ça coûte encore plus cher aux services publics que de laisser du monde dans la rue, de financer par la suite du soutien communautaire, des refuges, du logement de transition. Si on agissait en prévention, si on mettait fin, qu'on ralentissait la crise du logement, si on avait du logement social accessible, ça coûterait pas mal moins cher à la fin des services sociaux. C'est juste d'imputer à l'immigration le manque de ressources dans le réseau scolaire? Bien, vous réagissez directement à un papier de ce matin, Mme Porter du Devoir, un excellent papier, qui met la lumière sur le fait que l'immigration a le dos large de la part du gouvernement. On a même vu le gouvernement dire que la hausse des signalements à DPJ était liée à l'immigration sans aucune donnée statistique. Donc, encore une fois, ça, c'est M. Legault qui décide de faire de l'immigration un bouc émissaire. Je le rappelle, là, on commence la consultation puis la planification sur l'immigration aujourd'hui. C'est la première fois de l'histoire qu'on va avoir des discussions sur l'immigration temporaire puis des cibles sur l'immigration temporaire sans jamais encore avoir défini ce que ça voulait dire, la capacité d'accueil. Moi, j'ai questionné le ministre Roberge des dizaines de fois, même récemment aux études de crédit. Qu'est-ce que ça veut dire, la capacité d'accueil? Quels sont les facteurs? Puis elle se situe où? Il est où le plancher? Il est incapable de nous répondre. À un moment donné, il va falloir que ce gouvernement-là se branche. Vous dites que l'immigration a le dos large. Il y a le chef du Parti québécois là, récemment qui disait que c'est de plus en plus difficile au Québec de parler d'immigration. Êtes-vous d'accord avec lui? Moi, je suis toujours partant à parler d'immigration. Ça fait des années qu'on se parle d'immigration. On va toujours pouvoir parler d'immigration. Puis moi, je n'ai jamais à coller d'étiquette à personne. Par contre, le chef du Parti québécois, quand il fait des propositions d'idées, il va falloir qu'il soit prêt à ce qu'on ait le droit de critiquer les propositions d'idées. Sans accoler d'étiquette, c'est pas ce que je fais, mais à un moment donné, si ces positions-là sont mauvaises, si elles sont non réfléchies, si elles sont amateurs, si elles ne fonctionnent pas puis ne résisteront pas le test de la réalité, j'ai le droit de le dire comme parlementaire, puis le chef du Parti québécois va falloir qu'il soit capable de gérer ça. Est-ce que pour le Parti québécois, non, juste pour préciser, est-ce que le chef du Parti québécois, pour lui, l'immigration semble avoir le dos large aussi? Pour préciser. Oui, j'ai aucun enjeu à dire ça. Au contraire, moi, je trouve que leur scénario d'immigration est irresponsable. Il y a des familles, notamment dans la réunification familiale, puis je vais en parler aujourd'hui en consultation, qui attendent 3 ans, 4 ans. Des Québécois, des Québécoises qui attendent leur époux à l'étranger, leurs enfants à l'étranger, puis qui, sous les chiffres de la CAQ, du PQ, vont peut-être attendre 6, 7, 8 ans. Je trouve ça abominable.